Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes Bonsoir, ravis, bonsoir. nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau live Parlons Finance. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Yoni Caballo, dirigeant d'e-Capital. Bonsoir Yoni. Bonsoir, bonsoir Hélène, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Donc ce soir, on a décidé de vous livrer un live dédié aux produits structurés. Pendant près d'une heure, on va essayer de tout vous dire sur cette classe d'actifs. Elle est de plus en plus plébiscitée et proposée à la fois par les banquiers, mais aussi par, bien sûr, les conseillers indépendants. Il nous paraissait opportun de vous présenter donc cette solution que vous retrouvez de plus en plus. On essaiera de vous dire pourquoi, donc, dans la situation actuelle, c'est pertinent et quelles sont les solutions les plus adaptées. Comme d'habitude, on y prend goût. J'aurai le plaisir d'animer ce live avec mon associé Hélène Barrousset. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Ravi. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un point rapide sur le centre du patrimoine pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément très bien. Puis je laisserai donc la main à mon associé qui animera la seconde partie de la conférence sur l'actualité donc des produits structurés avec Yoni. Je précise que Xavier Girard est également présent parmi nous ce soir, même s'il n'intervient pas, il sera aussi à même de pouvoir répondre à vos questions si vous aviez des questions par la suite. Alors on est parti. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un focus sur Yoni, puisque c'est notre intervenant qui va se présenter juste dans quelques minutes. Ensuite, on reviendra donc sur les produits structurés et de vous expliquer comment ça marche. Et on fera un focus donc sur l'actualité des produits structurés. Et point important pour ceux qui utilisent régulièrement nos lives, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. On y répondra. On essaiera en tous les cas d'y répondre en direct. Alors, focus sur le centre du patrimoine. Donc, le centre du patrimoine, pour ceux qui nous connaissent moins bien, on est acteur de la gestion privée depuis 20 ans maintenant, puisque le cabinet a 20 ans. Création donc en 2001. Notre objectif permanent, c'est de tisser une relation unique et privilégiée avec nos clients. Dans un monde qui bouge, c'est sûr qu'il est de plus en plus important d'avoir une expertise patrimoniale qui est destinée au service de nos clients. Aujourd'hui, c'est près de 400 familles qui nous font confiance au quotidien, que l'on suit régulièrement. L'actionnariat reste familial et aujourd'hui, on perpétue les valeurs qui nous ont animés dès le démarrage, qui sont la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps, ce qui est primordial aujourd'hui pour nos clients. Alors, pourquoi e-Capital ce soir? Donc e-Capital, c'est aujourd'hui une structure avec laquelle nous travaillons régulièrement. C'est une structure qui a près de 10 ans d'existence. Son historique est important. C'est un acteur indépendant dans le choix des solutions. Il vous expliquera comment tout à l'heure. Et ensuite, il élabore des solutions d'investissement sur mesure, principalement sur appel d'offres. C'est-à-dire que concrètement, on explique à Yoni Caballo ce qu'on aimerait. Et en fait, lui, son travail, ça va être de construire ce que nous aimerions pour nos clients en fonction des conjonctures, de la configuration de marché, des risques. Voilà, notre métier, il est aujourd'hui de faire appel à Yoni Caballo sur appel d'offres et de lui demander une solution sur mesure. Bien évidemment, on peut travailler avec e-Capital, on travaille aussi avec d'autres sociétés, mais e-Capital fait partie des sociétés qu'on interroge à chaque fois. Yoni, je vais te laisser te présenter, puisque tu es notre invité. Présente-toi auprès de nos auditeurs ou internautes. Voilà, on t'écoute. Bonsoir à tous, merci Jean-Olivier pour cette introduction. Effectivement, ma spécialité, c'est les produits structurés. Ça fait maintenant à peu près 15 ans que je fais ce métier. Au départ, je l'ai fait dans différentes banques. Je l'ai fait chez JP Morgan, chez Natixis, pour finir chez Crédit Suisse. Du coup, je travaillais côté émetteur des produits structurés avec, on va dire, comme distribution exclusive, la banque à laquelle j'appartenais. Vous verrez tout à l'heure justement l'avantage d'être en architecture ouverte et finalement l'ADN d'e-Capital, justement pour proposer des produits non plus obligatoirement par la banque émettrice, mais finalement en faisant un appel d'offres auprès de toutes les banques émettrices de produits structurés. Et on voit que justement, entre les différentes banques qui peuvent émettre des produits structurés, on va avoir une certaine disparité des prix et de compétition
dans la structuration du produit, d'où l'avantage justement finalement de faire comme le conseiller en gestion de patrimoine, d'être un acteur indépendant. Lui le fait par rapport aux assureurs et aux banques, et nous on le fait par rapport aux banques d'investissement. Donc l'idée, on va voir à quel point cela est assez, on va dire, bénéfique dans la structuration d'un produit. Pour la petite histoire, eCapital existe depuis fin 2014. On est aujourd'hui une quinzaine au sein d'eCapital avec 3 associés, Alexandre, Sacha et moi-même. L'avantage, c'est qu'on a une partie structuration en interne et une partie, on va dire, commerciale de l'autre côté, qui permet justement aussi bien de la partie technique que la partie ressentie du marché pour essayer justement de créer des produits toujours dans la tendance. Mes associés viennent aussi du monde bancaire parce qu'effectivement, cela nous a permis de connaître les dessous, on va dire, du capot dans la construction du produit pour justement aujourd'hui être des techniciens, mais justement au service du client et pas forcément au service de la banque. Donc aujourd'hui, voilà, on est une quinzaine au sein d'eCapital. Alors l'avantage, c'est qu'on est ouvert avec toutes les banques émettrices de produits structurés. Comme on l'a dit, on va voir tout à l'heure à quel moment on décide de travailler avec Société Générale ou avec Crédit Suisse ou avec Goldman Sachs ou une autre au moment de la création du produit. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, émission. Et après, il y a la partie éligibilité du produit, dans quel contrat ou dans quel dépositaire on peut la mettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, via Hélène ou Jean-Olivier, vous allez avoir des contrats d'assurance vie ou des comptes titres dans lesquels on va pouvoir loger le produit structuré. Et pour ça, il faut que eCapital soit référencé auprès des différents acteurs, justement assureurs ou dépositaires, pour justement pouvoir mettre vos produits. Donc aujourd'hui, on a côté émetteur et côté dépositaire l'ensemble des partenaires avec lesquels travaillent Hélène et Jean-Olivier pour pouvoir justement proposer les produits sur lesquels vous pouvez souscrire. Finalement, quelle est la valeur ajoutée d'une société comme la nôtre, indépendante par rapport à une industrie bancaire? Pour plusieurs raisons aujourd'hui, on va dire, eCapital a son intérêt, parce qu'on se rend compte que finalement dans les banques, il y a déjà naturellement beaucoup plus d'administratif que de business. Et nous, notre fer de lance, c'est le service qu'on va proposer aux conseillers en gestion de patrimoine. Pour plusieurs raisons. Déjà, la réactivité. Je pense que Jean-Olivier et Hélène pourront témoigner, mais on est disponible le matin de bonne heure, le soir très tard, les vacances. Simplement pourquoi? Parce qu'on travaille en fonction du marché. Et le marché nous oblige à avoir une certaine réactivité. Parce qu'il faut capter les points d'entrée dans un produit, les points de pricing par rapport à des conditions de marché qui évoluent lorsqu'il y a une guerre en Ukraine, lorsqu'il y a le Covid. On va dire qu'il y a certaines choses qui se font qu'à certains moments par rapport aux conditions de marché. Ça demande une réactivité et une disponibilité lorsqu'on va essayer de pricer un produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, notre chance, c'est que comme on n'appartient plus à une banque, on est capable de toutes les mettre en compétition, de sorte à faire un appel d'offres avec toutes les banques émettrices de produits et d'obtenir le couple rendement-risque le plus adapté, le plus compétitif qu'on va trouver dans le marché. Et ça, on va dire que c'est vraiment important dans la structuration du produit parce que entre différentes banques, on va avoir des coupons, des barrières de protection, des rémunérations qui seront différentes et de manière assez significative. Donc du coup, on va pouvoir aller justement chercher ce meilleur couple rendement-risque. Et après, bien évidemment, c'est l'accompagnement, on va dire pendant toute la durée de vie du produit, aussi bien aujourd'hui, pendant la formation qu'on est en train de faire, mais aussi lorsqu'on va traiter le produit, on va vous donner tout un pack marketing et c'est nous qui allons nous occuper du référencement chez les différents dépositaires. Et après, il y a toute la vie du produit avec la valeur liquidative, avec les moments où il y a un détachement de coupons, où il peut y avoir un rappel, etc. On va vous accompagner. Donc là, on va voir tout à l'heure pendant la formation les différentes étapes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus près de vous, de Jean-Olivier et de Hélène, dans la structuration, dans l'accompagnement et dans le moment où on va traiter le produit. Donc finalement, d'être indépendant, ça a une vraie valeur ajoutée que d'appartenir à quelqu'un et d'être obligé de proposer le produit de la banque à laquelle on appartient. Merci Yoni pour cette très belle introduction. Donc, comme vous l'a dit Yoni, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Je vais laisser bien évidemment la parole à Hélène qui va animer donc ce live.
Donc maintenant, on rentre dans le capot, on soulève le capot, on va regarder ce qui se passe dedans. C'est ça. L'objectif ce soir, c'est vraiment que vous essayez de tout comprendre sur les structurés. Yoni est le très bon interlocuteur pour faire passer ce message pédagogique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vous laisse à tous les deux la suite des événements. Bah, tout à fait, Merci. Jean-Olivier. Donc, comme j'allais te dire, Yoni, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, déjà, ce que je propose avant de commencer, c'est voir un petit peu justement le degré de connaissance de nos internautes aujourd'hui, de nos participants. Donc, on va lancer pour ça un sondage sur lequel vous allez pouvoir donc justement répondre. Donc, par rapport à ça, c'est déjà le premier sondage, c'est connaissez-vous les produits structurés? Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, ben, voilà, nous dire si vous connaissez ou pas. Jean-Olivier, tu l'as publié dans le coup, le sondage? Alors, C'est mitigé. c'est mitigé, c'est ça. C'est ce que j'allais dire pour le moment. On a grosso modo, oui, c'est vraiment moitié-moitié. On va dire par rapport à ça. Je vais laisser encore un petit peu de temps. Donc oui, grosso modo, s'il y en a qui connaissent, à peu près pour moitié, et disons 56% de personnes qui connaissent et 44% qui ne connaissent pas. Donc je pense que, tu vois, Yoni, cette formation tombe parfaitement. Et ensuite, donc justement, avant de vraiment rentrer dedans, je vais vous poser aussi une deuxième question. Pour vous, est-ce que les produits structurés sont forcément à capital garanti ou pas? Donc, c'est pareil, allons-y. Je vous en prie. Là, c'est un franc non pour le moment qui ressort. Ok, parfait. Bon, Bon, bah, voilà. Donc, vas-y, Yoni, je t'en prie. Donc, au fur et à mesure, bien évidemment, des fois, je reformulerai ou je me permettrai d'intervenir s'il y a des choses, parce que toi, tu parles forcément dans ton jargon. Donc, il y a des fois, je vais peut-être me permettre d'intervenir et aussi de pouvoir te poser des questions pour éclaircir certains sujets. Donc, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Sans problème. Alors, je peux te laisser défiler du coup les slides. Comment ça se passe? Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Si tu veux, tu les défiles. Comme ça, au moins, tu as la main dessus. Tu seras peut-être mieux. Ah oui, c'est moi qui ai la main là-dessus. Magnifique. On a tous les deux la main. Magnifique. Eh bien, parfait. Eh bien, merci. Alors, effectivement, donc l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer dans les détails sur la construction d'un produit structuré. Finalement, pourquoi faire un produit structuré aujourd'hui? Si vous vouliez faire un produit le plus défensif possible, on va dire qu'on conseillait historiquement de faire du fonds euro. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fonds euro est autour d'1%. Lorsqu'il était à 4%, eh ben, il fallait avoir envie de se diversifier pour faire autre chose que du fonds euro parce qu'on estime que 4%, c'était suffisant dans un portefeuille de manière défensive. Aujourd'hui, avec un fonds euro à 1%, on a envie d'aller chercher d'autres supports qui permettent d'avoir un meilleur rendement, mais à condition de maîtriser le couple rendement-risque. Ça veut dire quoi de maîtriser le couple rendement-risque? Ça veut dire quel rendement on est prêt à avoir en fonction de quel risque on est prêt à prendre. Et inversement, finalement, quel risque on veut prendre justement pour quel rendement. Et c'est toute la beauté du produit structuré parce qu'on va pouvoir ajuster ce couple rendement-risque en fonction justement de ce que vous souhaitez. Donc pour déterminer ça, eh ben en fait, on va répondre à plusieurs questions. C'est quoi les questions? Eh ben c'est par exemple, quel est votre objectif de placement? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, vous êtes une personne à la retraite et vous avez besoin de revenus sur votre épargne pour pouvoir vivre avec? Est-ce qu'au contraire, vous pouvez capitaliser vos coupons? Est-ce que vous voulez avoir une participation à la hausse d'un indice? Donc, Juste en fonction de votre… le coupon, si tu peux permettre, je me permets juste le coupon pour ceux qui ne connaissent pas. Si tu peux nous dire justement qu'est-ce que c'est un coupon. En fait, ce qu'on appelle un coupon, ça va être le rendement du produit. Ça veut dire par an, avec des conditions ou non, parce qu'on peut avoir certains produits avec des coupons garantie, on peut avoir des coupons conditionnels. En fait, c'est ce qu'on appelle le rendement. Donc finalement, le fait d'investir dans le produit, eh ben, cela vous permet d'avoir un rendement de 3, de 4, de 5, de 7, de 10% en fonction, comme on a dit, du couple rendement-risque. D'accord? Donc quand je parle de coupon, ça sera le rendement du produit. Plus tu vas mettre de rendement, plus par contre, ça va être forcément risqué, on est bien d'accord. Exactement, exactement. Donc ça, je vous demande de bien garder en tête tout le temps justement ce couple rendement-risque. Plus on a un rendement élevé, plus on estime qu'on prend un risque. Moins on a un rendement élevé, ben moins on prend de risque. Mais après, c'est justement d'ajuster ce couple rendement-risque pour satisfaire justement ce que vous souhaitez en rendement et ce que vous êtes prêt à prendre en risque. D'accord?
Donc, une fois qu'on a déterminé cet objectif de rendement, on va déterminer l'horizon de placement. Pourquoi? Parce qu'en fonction de vos, on va dire de vos contraintes, on va ajuster aussi l'horizon de placement. Je vous donne un exemple. Une trésorerie d'entreprise, peut-être qu'elle a des contraintes à placer son argent sur 3 ans, sur 5 ans. Peut-être que quelqu'un en épargne sur un contrat d'assurance vie du fait de la fiscalité, il va laisser son argent placé plus longtemps, 8 ans, 10 ans. Peut-être que quelqu'un qui va le placer sur un produit retraite, d'accord, peut-être qu'il a un horizon de placement de 10 ans, de 20 ans. Donc, en fonction aussi de votre horizon de placement, on ne va pas effectivement faire le même produit. Parce que, pareil, plus la maturité sera longue, c'est-à-dire plus vous pouvez laisser votre argent investi, plus vous aurez potentiellement un meilleur rendement. Donc, on verra tout à l'heure avec des fenêtres de remboursement par anticipation possibles qui sont contractuelles en fonction de la performance du sous-jacent, donc de l'indice. Mais pour autant, au départ, si vous nous dites, non, moi je peux laisser placer mon argent que 3 ans, alors on ne vous fera pas un produit 5 ans, même si potentiellement, vous pouvez avoir un remboursement par anticipation avant. Donc ça sera important aussi dans le calibrage de votre produit. Après, oui. Ce qui est important de comprendre pour nos clients, c'est qu'un produit structuré, c'est un produit sur lequel en fait on maîtrise 100% des conditions initiales, qu'on peut déterminer à l'avance. Après, en fonction des conditions que l'on met, on va avoir du risque plus ou moins accepté ou adapté en fonction de l'horizon d'investissement et de sa capacité à prendre du risque. Parce que ça aussi, ça dépend de ce qu'on est capable de faire. Donc, par rapport aux produits structurés, ce que tu dis, Yoni, ce qui est important que nos clients comprennent ce soir, c'est qu'en fait, dans un produit structuré, on détermine les conditions à l'origine, ou en tous les cas, les conditions à l'origine sont connues d'avance, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît directement quel va être le niveau de risque, quel va être le coupon, quel va être l'indice sur lequel on va se positionner. Donc, soit on a un produit qui est déjà existant, et c'est ce qu'on appelle un produit de campagne, et donc, dans le coup, les clients en fait, ont un produit structuré connu, avec des données connues, soit deuxième solution, on fait un produit sur mesure qui permet dans le coup de déterminer quels sont le niveau que l'on veut mettre en termes de risque, en termes de coupon, en termes de toutes les conditions qu'on va énumérer. Exactement. Et en fait, c'est que c'est un produit qui est contractuel. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est lancé, plus rien ne va bouger. Le coupon qui est annoncé, la barrière de protection, on va rentrer dans les détails. Mais en tout cas, le produit est contractuel et il n'est plus à notre main. Ce n'est plus de la gestion active. Pour résumer, en fait, de toute manière, on connaît dès le démarrage les règles du jeu. De Exactement. pour le schématiser, on connaît dès le démarrage les règles du jeu et ces règles sont immuables, elles ne pourront pas changer. On est bien d'accord? Voilà. Et c'est exactement ça, et c'est ça qui est confortable pour vous. Parce qu'une fois que le produit est lancé, vous savez exactement les différents scénarios qui peuvent arriver à votre produit. Et ça, on va vous donner des exemples et on va voir comment ça marche. Donc après, pour répondre ensuite à la question toujours du cahier des charges, pareil, quelle est l'importance de la protection en capital? Par exemple, pour des trésoreries d'entreprises, de fondations, d'associations, peut-être que dans leur règlement, ils peuvent avoir que du 100% capital garanti. Pour de l'épargne, on est prêt à prendre un risque jusqu'à une baisse de moins 40, moins 30, moins 50, moins 60. En fonction de votre appétence ou de votre aversion au risque, on va pouvoir ajuster, comme on a dit tout à l'heure, le rendement de votre produit. Donc, comme on a dit, soit en fonction du rendement, on ajuste le risque, soit en fonction de votre aversion au risque, on ajuste le rendement. D'accord? Donc, si vous voulez, une fois qu'on a répondu à l'objectif de placement, votre horizon de placement et votre aversion au risque, on va être capable de vous présenter un produit, comme a dit Hélène, de manière contractuelle, avec tous les éléments du produit qui sont connus en avance. Et par rapport justement à ce qu'il mettait par rapport au capital garanti, tu nous dis qu'il peut y avoir, par rapport au sondage justement qu'on a posé, il peut exister dès aujourd'hui, je dirais, des produits structurés avec du capital garanti. Ça existe. Complètement. D'accord. Complètement. Alors, bien évidemment, un produit avec un 100% capital garanti, il n'aura pas le même coupon, le même rendement qu'un produit qui aura un capital à risque. Forcément. C'est toujours le coût rendement risque. Et alors, pour vous montrer justement à peu près comment ça marche, vous voyez à peu près où se situent, si vous voulez, les produits structurés par rapport aux différents investissements. L'idée aujourd'hui, c'est qu'en fonction des rendements, on ajuste les produits structurés. Donc, par rapport à un investissement action, on est moins risqué parce que si on investit dans une action en direct, d'accord, vous n'avez pas de protection en capital. C'est-à-dire que si l'indice, elle fait moins 10, vous avez moins 10 sur votre investissement.
Là, on va avoir dans la construction des produits structurés, à maturité, on peut mettre des protections en capital jusqu'à moins 40, moins 50. C'est-à-dire que même si l'indice ou l'action baisse de moins 40% à maturité, vous êtes quand même remboursé à 100% du capital. Donc, Et on va voir. quand tu dis à maturité, c'est en fait quand le produit, comme on dit, se termine, se déboucle dans le jargon, on est bien d'accord. Oui, La maturité, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que si, imaginons, l'indice sous-jacent avait fait moins 40, par exemple, et que tu as moins 50 et que tu avais une protection à moins 40, ça n'ira pas, il sera débouclé dans le bon sens, j'ai envie de dire, le produit, on est bien d'accord. Exactement, exactement. Et même, alors ça, je vais vous l'expliquer après, mais on va voir qu'il y a des mécanismes de remboursement par anticipation très fréquents. Et si on va à maturité, ça voudrait dire aussi qu'il n'y a pas eu de remboursement par anticipation. Mais on va voir que la probabilité de remboursement par anticipation sur les produits est très forte. Et c'est pareil, ça c'est contractuel. Vous le savez aussi en avance, quelles sont les conditions pour que votre produit puisse être remboursé à 100% de votre capital, plus le rendement espéré de votre produit. Et ça, on va voir comment est-ce que c'est construit. Parfait. D'accord ? Alors, si vous voulez, on peut essayer de rentrer un petit peu dans la technicité du produit. Dans le Tous capot, les produits. on va ouvrir le capot, là, vraiment. Voilà, exactement. Là c'est parti, on met les gants et on met les gants, on est parti. On est parti. Là, si vous voulez, tous les produits structurés sont faits de la même manière. Ils ont tous la même manière de se construire. C'est-à-dire qu'il y a une partie obligataire et une partie optionnelle. La partie obligataire, c'est la partie qui va vous permettre de protéger votre capital. D'accord ? La partie… Tu peux rappeler un petit peu la partie obligataire Oui, alors j'y viens juste dans la slide après. Ah bah parfait, excuse-moi. Voilà. Donc, et la partie optionnelle, c'est celle qui va déterminer le rendement de votre produit. D'accord ? Donc, dans le même produit, on a une poche obligataire, une poche optionnelle, l'obligation pour le capital, les options pour le rendement. Qu'est-ce que c'est une obligation ? En fait, par rapport à une action, si vous achetez une action, eh ben vous achetez la part d'une société, donc vous êtes actionnaire de la société. Quand vous achetez une obligation, vous achetez la dette de la société. Ça veut dire qu'une société, elle a besoin d'argent, elle va émettre une obligation. Admettons qu'elle vous paye 2% par an pendant 5 ans, eh ben, tous les ans, vous allez toucher votre coupon de 2% par an pendant 5 ans. Si au terme des 5 ans, l'émetteur de l'obligation n'a pas fait faillite, alors on vous rembourse 100% de votre investissement. Vous avez acheté la dette de l'entreprise. Dans un produit structuré, on va se servir de la même obligation, seulement elle ne va pas vous verser un coupon tous les ans de 2%, mais elle va faire, c'est ce qu'on appelle une obligation zéro coupon, qui va vous verser tous les coupons à maturité. Mais alors pourquoi on se sert d'une obligation zéro coupon ? Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous allez nous donner 100 à investir. Si j'achetais avec vos 100 directement l'obligation, d'accord, eh ben j'aurai que le rendement de l'obligation. Mais pour autant, on sait qu'une obligation aujourd'hui, c'est pas assez rémunérateur. Donc l'idée, c'est comme on a dit que l'obligation, elle vous permettait de garantir le capital à maturité de votre produit, l'idée, c'est qu'on va acheter une obligation plus bas que 100 par rapport au taux d'intérêt, qui nous donne 100 finalement à maturité. Je vous donne un exemple. Admettons que les taux d'intérêt ils soient à 0,40 aujourd'hui. Donc 0,40 par an pendant 5 ans. Donc si vous achetez une obligation classique, eh ben, vous investissez 100, vous touchez 0,40 tous les ans, et à maturité, s'il n'y a pas eu de défaut, vous récupérez 100. D'accord ? Si on achète une obligation zéro coupon, eh ben, ça voudrait dire qu'on pourrait acheter une obligation aujourd'hui à 98,02, c'est en calcul actuariel, mais 98, donc c'est 0,40 en fait fois 5, voilà, et en fait, j'aurai 2% à investir dans la partie optionnelle. Donc l'idée, c'est d'acheter une obligation moins chère que les 100 que vous m'avez donnés, d'accord, pour qu'il me reste de l'argent à investir dans la partie optionnelle, et du coup, eh ben, vous récupérez 100 grâce à l'obligation. Je vous donne juste un petit exemple, et après, comme ça, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais pour vous montrer comment bougent les taux d'intérêt, et surtout en fonction de l'émetteur. Je vous explique. Aujourd'hui, on a dit que eCapital est un acteur indépendant, et on va faire notre marché en fonction de tous les émetteurs de produits structurés qui sont des banques. D'accord ? Dans mon petit tableau, j'ai mis un exemple entre la banque Goldman Sachs, la banque Société Générale, BNP et Crédit Agricole. Ça, c'est comment est-ce qu'ils rémunèrent
l'argent que vous leur donnez si on devait acheter leur obligation. Si on prend par exemple Goldman Sachs, ils payent 0,90% au-dessus du taux monétaire. Ça voudrait dire que si je voulais acheter l'obligation Goldman Sachs pour notre produit structuré, eh ben, je pourrais la payer aujourd'hui à peu près 94%. Et il me resterait 6,25 à dépenser pour mes options. On verra tout à l'heure comment on les dépense. Et surtout, cette obligation qui m'a coûté 94, elle me donnerait 100 dans 5 ans. Si je voulais acheter avec Société Générale, eh ben, il me resterait 5% à investir dans ma partie optionnelle et elle me coûterait à peu près 95%. Pour reformuler rapidement, en fonction Oui, des émetteurs, comme tu disais, tu achètes plus ou moins cher et ça te permet, j'ai envie de dire, de prendre, tu as plus de marge ou pas pour tes options. On est bien et d'accord? c'est exactement ça. On est bien d'accord. Et c'est ce montant-là qui va te permettre de garantir ton capital au final. Ton Exactement. obligation au final, en fonction, comme tu l'as dit, de la duration, c'est-à-dire de la maturité et du temps global de combien tu vas avoir. Et en fonction, tu fais ton Et marché là-dessus. On est d'accord? c'est exactement ça. Et en fait, comment est déterminé finalement ce taux des différentes banques émettrices en fonction de leurs besoins de liquidité? Plus elles ont besoin de liquidité et plus elles vont rémunérer cher le cash qu'on leur apporte. Je vous donne un exemple dans le graphe derrière qu'on voit. En jaune, c'est Société Générale et en gris, c'est Crédit Suisse. Par exemple, moi, je travaillais chez Crédit Suisse en 2012. On voit que Crédit Suisse payait 2% par an pendant 5 ans. Ça voudrait dire que sur 5 ans, on avait à peu près 10% à dépenser, 2% par an fois 5. Société Générale payait 4%. 4% par an pendant 5 ans, ça voulait dire 20% à dépenser. Donc vous avez vu qu'en fonction de leurs besoins de liquidité, vous n'avez vraiment pas le même impact sur le prix de l'obligation et donc du coup sur ce que vous avez à investir dans la partie optionnelle. Donc quand j'appartenais à Crédit Suisse, je n'avais pas le choix que de proposer le produit Crédit Suisse. Aujourd'hui, en tant qu'acteur indépendant, si je ne crois pas que Société Générale va faire défaut, j'ai tout intérêt à aller choisir l'émetteur Société Générale. Parce qu'on voit qu'en termes de compétitivité prix, j'ai déjà un avantage certain sur la partie obligataire. Tu peux dire faire défaut, ce que ça peut être, s'il te Oui, plaît? alors faire défaut, ça voudrait dire qu'en fait, Société Générale fait faillite. Ça voudrait dire que dans 5 ans, à l'horizon de notre produit, Société Générale aurait disparu. Et là, ça veut dire que l'obligation, ils ne peuvent pas la rembourser. Parce que, comme on a dit, c'est une part de dette. Tout à fait. Bon, après, avec Société Générale qui fasse faillite, Voilà. il y a très peu de choses. Exact. Voilà. Et c'est pour ça que dans le choix de nos émetteurs, on va aller chercher des émetteurs qu'on estime effectivement fiables pour éviter ce risque de défaut. Parce que si on prenait une banque un peu trop exotique, peut-être qu'on aurait, au lieu de payer 4% par an, il paierait peut-être 10% par an pendant 5 ans. Mais effectivement, le produit serait très sexy, mais pour autant, on aurait un risque largement supplémentaire. Toujours le fameux couple rendement-risque. Exactement. Donc, si vous voulez, pour récapituler juste cette partie obligataire, d'accord, on se rend compte qu'il y a une compétitivité prix entre les différents émetteurs de produits structurés. Plus ils ont besoin de cash et plus ils sont prêts à rémunérer cher l'argent qu'on leur donne. Donc là, je vais me permettre de vous donner une notion importante parce qu'on en reparlera tout à l'heure sur la valeur liquidative du produit. Oui, ça, on Mais voilà, il y a une relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Plus les taux d'intérêt sont élevés, c'est-à-dire plus ils sont prêts à rémunérer cher le cash qu'on leur apporte, moins le prix de l'obligation est élevé. D'accord? Plus les taux d'intérêt sont bas, et plus on va acheter cher l'obligation, ça veut dire quoi, pour résumer? Plus les taux d'intérêt sont élevés de la banque émettrice, moins cher on va acheter l'obligation, et plus on aura à investir dans la partie optionnelle. Alors, Ça veut dire qu'une banque qui a besoin de cash, elle va avoir des taux élevés, donc on achètera son obligation pas très cher, moins et cher. donc on aura à investir plus d'argent dans la partie optionnelle, et donc avoir un meilleur rendement sur le produit. si je peux me permettre, juste faire un rappel sur une obligation, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la partie financière. Je rappelle qu'une obligation, c'est en fait un emprunt que la banque donc émet
et elle dit, voilà, j'ai besoin d'argent, donc j'émets une obligation. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle un coupon. Donc, on a une valeur d'obligation qui est souvent émise à 100, d'accord? Et une obligation, si tout va bien, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, voilà, en fonction de la durée qui est déterminée à l'avance, on vous remboursera 100. Entre les deux, on vous verse un coupon, d'accord? C'est le fameux rendement. Donc, tous les ans, ou alors on vous dit, voilà, à telle date, on vous verse le coupon. Ou alors, si c'est une obligation à 0 coupon, ce que vous a expliqué Yoni tout à l'heure, en fait, les coupons ne sont pas distribués tous les ans, ils sont versés qu'à la fin. Donc, aujourd'hui, une obligation entre son point de départ et son point d'arrivée, donc le point de départ, on est à 100, le point d'arrivée est à 100. Entre les deux, les taux d'intérêt fluctuent et votre obligation, elle fluctue aussi. Ce que je suis en train d'expliquer pour une obligation bancaire, c'est vrai aussi pour toutes les obligations. Donc, vous qui suivez souvent les actualités, nos chers clients, vous entendez parler d'une obligation d'État, vous entendez parler d'une obligation SNCF, c'est la même chose. Pendant une durée déterminée, on vous verse un rendement, on vous émet une obligation à 100 euros et on vous remboursera au terme 100 euros s'il n'y a pas de défaut. Alors, ce qu'a expliqué Yoni tout à l'heure sur justement le fait que le rendement est plus ou moins élevé en fonction du risque attribué, eh bien, c'est exactement la même chose. Plus l'obligation, si c'est une obligation d'État, le rendement est plus faible que si c'est une obligation, par exemple, bancaire. Voilà, c'est aussi logique que ça parce qu'on estime que l'État remboursera plus facilement qu'une banque. Donc, je voulais faire ce focus-là parce que souvent, on m'interroge en rendez-vous au quotidien. On nous interroge sur qu'est-ce que c'est une obligation ou comment ça marche. Autant une action, nos clients voient ce que c'est assez amusant. Mais par contre, une obligation, c'est vrai qu'on a des fois une notion qui n'est pas forcément totalement maîtrisée. Donc, une obligation, c'est un emprunt qui est émis par une institution qui a besoin d'argent et qui va donc, au lieu de faire un appel public d'épargne ailleurs ou d'autres choses, par exemple une augmentation de capital pour faire des actions, eh bien, elle va émettre une obligation parce qu'elle va estimer que c'est meilleur. J'espère que j'ai été clair, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions, toujours parce que c'est très technique comme sujet. Oui. Et on essaye au maximum de vous le rendre digeste, justement. Exactement. N'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. Ah ben c'est vraiment le sujet de ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que la partie obligataire, eh ben, c'est clair pour tout le monde. Donc si vous voulez, une fois qu'on a choisi l'obligation de la banque émettrice, d'accord, eh ben, il nous reste, comme on a dit, la partie optionnelle à investir. Et sur la partie optionnelle à investir, c'est là où on va déterminer le rendement du produit. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un coupon qui est détaché même en cas de baisse du marché? Est-ce qu'on veut un coupon qui est payé, qui est capitalisé que lorsque le coupon est positif ou nul? Est-ce qu'on veut un effet mémoire sur le rendement? Est-ce qu'on veut toucher 3%, 5% ou 7%? Donc, en fonction de tout ce cahier des charges qu'on a dit au départ, eh ben, on va aller le faire grâce aux options, avec l'argent qui nous reste. D'accord? Donc, on a choisi l'émetteur, et maintenant on va regarder les options. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle une option. Vous avez une voiture à assurer. Vous dites, tous les ans, je vais payer, ou même tous les mois, je vais payer une prime assurance. Et on va voir dans un an ce qui se passe. Donc, il y a le client, vous, et l'assureur de la voiture, on va dire, qui reçoit, on va dire, la prime que vous allez payer. Dans un an, vous avez fait un accident. Eh ben, vous allez aller voir l'assureur, vous allez taper à sa porte et vous allez lui dire, j'avais acheté une option qui me permet que si j'ai un accident, de venir vous voir pour que vous payiez les dommages. Eh ben, l'assureur qui vous a vendu cette option est obligé de faire face parce que vous avez eu un accident et il va payer les dommages collatéraux. Le cas inverse, vous n'avez pas fait d'accident au bout d'un an, eh ben, vous n'allez pas aller taper à la porte de l'assureur. D'accord? Donc, du coup, vous aurez payé votre prime, mais pour autant, vous ne serez pas servi, on va dire, de votre assurance. Et l'assureur, lui, il aura gagné la prime. Donc, en fait, on voit la différence quand on achète une option et quand on vend une option. Quand on achète une option, on a la possibilité de l'exercer ou non. Là, dans notre exemple, si on fait un accident, on l'exerce. Si on ne fait pas d'accident, on ne l'exerce pas. Et quand on vend une option, donc côté assureur, si on vient taper à notre porte parce qu'il y a eu un accident, on est obligé de faire face. D'accord? Et si s'il n'y a pas eu d'accident, personne ne viendra taper à notre porte. En fait, dans la finance, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller acheter des options qui nous donnent le droit d'exercer ou non, d'accord,
notre contrat. Quand vous l'avez acheté ou quand vous l'avez vendu, vous êtes obligé de faire face. Je vais vous donner un exemple. Et dans un contrat, tu peux faire les deux. Dans un contrat, tu peux faire les deux. Et c'est même souvent le cas. Aujourd'hui, c'est souvent le cas. Ce qui fait la complexité, et souvent qui est un peu dur à comprendre, c'est justement ce qui fait la complexité, c'est vraiment un ensemble de toutes ces choses. Exactement. En fait, c'est c'est ça, c'est la combinaison d'obligations et des options qui font que c'est un produit structuré. Donc là, on va regarder déjà les options qui vous permettent de déterminer le rendement. Et après, peut-être qu'on regardera aussi l'option qui vous permet de protéger votre capital parce qu'aujourd'hui, les taux sont tellement bas que le prix de l'obligation est encore trop élevé et qu'on n'arrive plus à faire des produits 100% capital garanti pour de l'épargne. Et donc, du coup, on est obligé de mettre une partie du capital en risque. Et ça, on verra de quelle manière on le fait. D'accord? En quelques mots, je vous donne un exemple d'option, comment ça marche. On veut jouer sur la hausse, donc c'est ce qu'on appelle un call. D'accord? Le call, c'est l'option qui joue sur la hausse. Vous avez deux possibilités. Soit on achète l'action en direct, soit on achète une option. Admettons qu'on veuille acheter, qu'on pense que Peugeot va monter. Stellantis. Maintenant, ça s'appelle Stellantis. Admettons qu'on pense que Stellantis va monter. Vous avez deux possibilités. Soit vous achetez directement l'action Stellantis, d'accord? Rendez-vous dans un an. Stellantis a monté, vous êtes content, vous pouvez vendre votre action Stellantis. Dans un an, Stellantis a perdu. Vous avez perdu la différence du niveau de Stellantis. D'accord? Stellantis a fait moins 20, vous avez perdu moins 20. Stellantis a fait moins 10, vous avez perdu moins 10. Ça, c'est votre première option, enfin votre première possibilité. C'est plus facile, c'est le plus simple. Voilà, c'est votre première possibilité. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est d'acheter une option. Vous pensez que Stellantis va monter, d'accord. Vous dites, vous allez acheter un contrat, un call, qui vous permet d'acheter Stellantis dans un an au même prix qu'aujourd'hui. Donc, si Stellantis vaut 100 aujourd'hui, cela vous donne la possibilité d'acheter Stellantis dans un an à 100. Rendez-vous dans un an. Stellantis vaut 80. Est-ce qu'on va exercer l'option? On exerce l'option, ça voudrait dire que je vais l'acheter à 100 parce que le call que j'avais acheté me permettait d'acheter Stellantis à 100. Est-ce qu'à votre avis, je vais exercer Stellantis à 100 alors que dans le marché, je peux la trouver à 80? Non. On ne va pas l'exercer. Si je crois toujours en Stellantis, je vais aller acheter Stellantis dans le marché à 80. Donc, ça m'aura coûté 3, c'est la prime de l'option, j'ai perdu les 3. C'est ma prime d'assurance, comme tu expliquais, que j'exerce ou que je n'exerce pas. Parce que donc c'est ça qui peut être un peu compliqué, parce que là, on rentre vraiment dans le dur. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, parce que là, ça devient quand même assez technique. Donc c'est ma prime d'assurance qui me permet de garantir en fait l'option que j'ai prise ou pas en fait. Donc ça, il faut vraiment, voilà, cette prime, en fait, quand on parle de ça, c'est vraiment comme une prime d'assurance de voiture, de maison, ou peu importe. On exerce ou on n'exerce pas en fonction de ce qui s'est passé. Voilà. Donc Stellantis vaut 90, est-ce qu'on l'exerce? Non. Parce que c'est la même chose. Stellantis vaut 100. En principe, il y a un problème d'ego. On s'est quand même trompé. Donc, du coup, on ne l'exerce pas. Et non. D'accord. C'est clair. Ça nous a coûté 3. Voilà. Et Stellantis vaut 110. On a la possibilité d'acheter Stellantis à 100 grâce à notre call, qu'on peut revendre directement dans le marché tout de suite à 110. Donc, on a gagné 10, moins les 3 de l'option. On a gagné 7. Stellantis vaut 120. On exerce notre option qui nous permet d'acheter Stellantis à 100. On la revend directement dans le marché à 120. On a gagné 17. D'accord? Ça, c'est comment marchent les options. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un exemple de création de produit? Ça peut être bien pour peut-être vraiment rentrer justement dans le concret pour un petit peu expliquer. Alors, on essaye de faire un slide, donc n'hésite pas, par contre, peut-être si tu as besoin d'avancer, tu m'avais dit en fonction. Voilà. Mais là, ça va. Voilà, là, ça vous 42. Donc parce que vu que c'est compliqué, pour pas. Ah oui. Alors, on en fait un comme ça, vous essayez de comprendre. On essaye d'en faire un seul. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous êtes client. Vous nous dites, voilà, moi, j'aimerais vous confier mon argent pendant 5 ans. J'ai 5 ans devant moi. J'aimerais être remboursé à 100% si le marché baisse. Donc, j'aimerais ne pas prendre de risque en capital. Et j'aimerais participer à la hausse du marché si le marché augmente, si le marché monte. Voilà ce que vous nous demandez. En tout cas, voilà ce que vous demandez à Jean-Olivier et à Hélène. Et là, après, j'en discute avec eux et on a ce cahier des charges de votre part. D'accord? Donc, la première étape, c'est de trouver l'obligation de la banque émettrice du produit. Donc, on a fait notre petit marché et on a trouvé une obligation de la banque X qui a un taux de rendement annuel de 1,50 par an. D'accord? 1,50 par an pendant 5 ans. Donc, on fait 5 fois 1,5, c'est le taux annuel.
Ça voudrait dire qu'on a 7,5. Donc, on pourrait donc acheter l'obligation. Donc, on a 100 de votre part. On achèterait l'obligation 100 moins les 7,5 du taux. Ça voudrait dire qu'on pourrait l'acheter 92,5. Et il nous resterait 7,5 à dépenser dans notre partie optionnelle. D'accord? Il y a une marge de structuration et de distribution qui pourrait être inclus dans le produit pour la banque, pour nous, etc., qui serait autour de 2%. D'accord? Donc, ça voudrait dire que ça serait 100 de votre part, moins les 92,5 de l'achat de l'obligation, moins la marge, il nous resterait, d'accord, 5,5 à dépenser pour pouvoir acheter des options. Pour pouvoir participer à la hausse du marché européen, eh ben, on devrait acheter un call qui coûte 17. Comme on a vu, d'accord, 17, c'est le prix du call entier. Eh ben, c'est Oui. comme un gâteau. On n'est pas obligé de tout manger. On peut, on peut Ah, manger mais ça que peut un être bout du call. indigeste en plus, ça peut être Voilà, super en digeste plus. au complet. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait acheter qu'un bout du call. Donc, ça voudrait dire que le call coûte 17. En calcul actuariel, il nous reste 5,17 à dépenser. Donc, on achète 5,17 de 17. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, on a pu acheter 30% du call. D'accord? Rendez-vous à maturité, qu'est-ce qu'il se passe? L'indice fait moins 50. Est-ce qu'on exerce notre option? Ben, c'est comme notre exemple tout à l'heure de Peugeot. On a dit qu'on allait participer à la hausse de l'indice. L'indice a baissé. On n'exerce pas notre option. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'obligation qui est remboursée à 100%. Donc, on a remboursé, on a récupéré notre capital à 100%. D'accord? L'indice fait 0. Comme tout à l'heure, on n'exerce pas notre option. On récupère l'obligation, on récupère 100%. L'indice fait plus 10. On peut exercer notre option. Comme on a vu tout à l'heure, on n'a que 30% de l'option. Donc, on exerce 30% de plus 10. Donc, si l'indice fait plus 10, on récupère 3% plus l'obligation. Donc, on a récupéré 100% du capital plus un coupon, un rendement, on va dire, de 3%. Si l'indice fait plus 50, eh ben c'est pareil. On a 30% de plus 50. Donc, on a 30% de 50, soit 15%, plus l'obligation, plus le capital. Voilà comment on crée un produit structuré. C'est très clair, je pense. Par rapport à ça, en fait, c'est j'achète ou pas, donc mon assurance ou pas, et en fonction, je la fais marcher ou pas. C'est très clair. Exactement. Exactement. Mais Et par en contre, fait, c'est pour bien reprendre, c'est l'obligation qui permet en gros de bien garantir mon capital, toujours, disons en partie ou en totalité, ça tu vas l'expliquer après. C'est cette obligation et c'est en fonction de l'indice sur lequel on est, je dirais, basé et en fonction de ce qu'on a pris comme option qui nous permet d'avoir du rendement complémentaire. On est bien d'accord? exactement. C'est exactement ça. Et quelle serait, à votre avis, la remarque que vous pourriez nous faire? C'est vous pourriez nous dire, OK, vous m'avez donné un produit qui était 100% capital garanti, mais pour autant, vous m'avez donné que 30% de la hausse du marché. Est-ce que c'est suffisant pour vous ou pas? Si pour vous, les 30% de la hausse ne sont pas suffisants, alors on a un petit déclic dans la tête, coupe rendement risque. Ça voudrait dire que je devrais prendre un risque supplémentaire sur mon capital, de sorte à avoir plus de rendement. Parce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'en ayant 100% du capital garanti, eh ben, avoir que 30% de la hausse n'est pas suffisant pour le rendement de votre portefeuille. Donc, on serait obligé de mettre à risque une partie de votre capital. Donc, au lieu d'être 100% de capital protégé, alors on mettrait une barrière de protection du capital jusqu'à un certain niveau de baisse de l'indice. Et donc, du coup, on vendrait, là, on se placerait du côté de l'assureur de la voiture. C'est nous qui vendrions une option que si le marché baisse, eh ben, on est obligé d'accuser une perte. Par contre, si le marché ne casse pas la barrière de protection à la baisse, eh ben, on aura encaissé la prime. Et donc, du coup, on pourra acheter plus d'options, de sorte à ce que vous êtes. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que là, par contre, c'est un peu plus. Bien sûr. Alors, je vous explique. Bien sûr. Par rapport à ça, parce que, donc, pour vulgariser rapidement, quand tu as le 100% garantie de ton capital, donc ça, tu l'as très bien expliqué, c'est assez facile.
Si je veux avoir un rendement plus élevé, donc toujours ce fameux couple rendement-risque, là, je suis obligée, entre guillemets, de mettre une partie de mon capital en risque. On est bien d'accord? C'est ça. Et c'est là où justement tu expliques que là, tu te mets dans la peau de l'assureur. Donc c'est ça pour justement par rapport aux options. C'est ça? C'est bien ça? En fait, c'est exactement ça. C'est nous qui allons vendre une option, d'accord, pour encaisser une prime et acheter plus de calls. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on n'avait que 5% pour acheter un call qui coûtait 17. Donc il nous manque des ressources. Pour les encaisser, on va vendre une partie du risque en capital. Et donc, du coup, plus on vend une barrière de protection élevée ou faible, et plus ou moins on va encaisser une prime élevée. Je m'explique. Si, par exemple, on est protégé jusqu'à une baisse de moins 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'indice fait moins 30%, personne ne vient taper à notre porte. La personne vient taper à notre porte à partir de moins 31. D'accord? Si maintenant on met une barrière de protection à moins 40, ça voudrait dire qu'il faut attendre moins 40% pour que quelqu'un vienne taper à notre porte. Si on met une barrière de protection à moins 50, c'est le même mécanisme. Il faut attendre que le marché baisse jusqu'à moins 50 pour que quelqu'un vienne taper à notre porte. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'on peut avoir différents niveaux de barrières de protection. Plus le niveau de barrière de protection est fort, c'est-à-dire jusqu'à moins 50, jusqu'à moins 60, moins cher on va vendre cette prime. Parce qu'il faut que du temps s'en passe pour que quelqu'un vienne taper à notre porte. Donc lui, il aura une probabilité on va dire, d'exercice de son option qui est moins important. Avec une barrière de protection à moins 30%, on estime qu'on a plus de risques qu'avec une barrière de protection à moins 50%. Et, voilà. Et donc, du coup, on ajustera ce niveau de barrière de protection en fonction du rendement que vous souhaitez. Plus on met une barrière de protection risquée, plus on encaissera une prime et plus votre coupon sera élevé. Plus on met une barrière de protection forte en capital, la prime, elle sera moins élevée et donc, du coup, votre rendement, il sera un peu moins élevé. Forcément. Voilà. Alors, pour le coup, je vois déjà des questions en rendez-vous qui pourraient nous arriver. Oui. On va me dire, voilà, une option, ça marche comment? Mais ça existe surtout. Qu'est-ce que c'est? C'est un marché parallèle. Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc, en fait, pour être très clair sur un produit structuré, ce qui est difficile, on va dire, à appréhender, c'est que d'un côté, vous avez quelque chose qui est très phisique, c'est-à-dire une obligation. D'accord, donc ça, c'est physique, ça existe, du moins ça existe très clairement. Et après, vous avez des options. Donc, les options, c'est les assurances dont Yoni vous a expliqué le mécanisme. Et oui, il existe des options sur tout. Donc là, on l'explique pour les produits structurés, mais plein de grandes sociétés, par exemple des sociétés mondiales que tout le monde connaît. On est, nous, à Toulouse, par exemple, voilà, il y a Airbus, Air France. Mais voilà, les compagnies aériennes, par exemple, se couvrent contre le risque d'augmentation du pétrole, contre le risque des devises, si le dollar augmente par rapport à l'euro, si elles achètent leur pétrole par exemple en dollars. Voilà, donc tout ça, elles se couvrent contre les devises, contre l'augmentation du pétrole. Donc aujourd'hui, très clairement, on reste sur les produits structurés, je vous rassure, je ne vais pas vous embarquer sur autre chose, mais sur les produits structurés, très clairement, en fait, il y a d'un côté une obligation qui est un élément physique qui dépend d'une banque. Et en fonction du niveau de garantie, ce que vous a expliqué Yoni, on va avoir plus ou moins de delta pour acheter une option qui permettra d'avoir en fait ce qu'on appelle un effet de levier. En tous les cas, la capacité d'acheter matériellement quelque chose sur un marché. Donc, si demain je fais Stellantis, ce que disait Yoni, eh bien, l'option Stellantis va me donner le droit d'acheter l'action Stellantis qui, elle, pour le coup, est physique, d'accord, sur le marché. C'est ça une option. Et en fait, c'est entre d'un côté une obligation qui va me garantir un capital soit à 100%, soit pas à 100% en fonction de ce que je vais mettre dans le moteur. Et de l'autre côté, l'option qui va me permettre d'acheter ou de vendre une action qui va, elle, être bien physique sur le marché. Voilà, j'espère que j'ai été clair en complément de ce qu'a dit Yoni pour essayer d'être synthétique en tous les cas. C'est exactement ça. Merci Jean-Olivier. Alors, tu voulais maintenant peut-être nous montrer un petit peu, tu voulais parler de volatilité? Alors, en fait, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment évolue, si vous voulez, la valeur liquidative en marché, on va dire, secondaire pendant la durée de vie du produit. Alors, est-ce que tu peux toujours bien expliquer ce qu'est une valeur liquidative? Parce que là, on a expliqué donc, que c'était une option, etc. Mais par contre, physiquement, j'ai envie de dire, nos clients, quand ils vont recevoir ou quand ils vont se connecter sur leur contrat d'assurance vie,
ils vont voir donc cette fameuse valeur liquidative, le temps de la vie du produit structuré. Donc, explique justement ce que c'est par rapport à ça, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, au départ, vous allez acheter votre produit à 100. Donc, vous avez investi 10 000 euros, et ben, votre produit va coter 100. D'accord? Avec, comme on a expliqué tout à l'heure, les différentes caractéristiques du produit. Que ça soit la barrière de protection en capital, le niveau de rendement, la date de départ de votre produit, tout va être figé et contractualisé. D'accord? Tous ces paramètres ne pourront plus bouger. Et à partir du moment que le produit commence à vivre, eh ben, la valeur liquidative, c'est-à-dire la valeur de votre produit, va évoluer. Donc, il commence à 100, peut-être qu'il vaudra 95, peut-être qu'il vaudra 105. Mais comment on explique justement eh ben, que cette valeur liquidative évolue? Par quel billet, par quelle, on va dire, action cette valeur va évoluer? Eh ben, on va estimer 4 grandes catégories qui ont un impact sur votre valeur liquidative. La première, eh ben, c'est bien sûr le sous-jacent. Donc, si on fait un produit sur Stellantis, comme on a dit, eh ben, comment va varier votre produit en fonction du sous-jacent qui est Stellantis? D'accord? Donc, le cours de l'action Stellantis, là, on est bien d'accord. Exactement. Exactement. Donc ça voudrait dire, c'est ce qu'on appelle le delta. Le delta, c'est comment évolue la valeur du produit par rapport à son sous-jacent. Je vous donne un exemple. Si on a un delta de 50% sur le produit, d'accord? Stellantis, votre produit vaut 100. Stellantis baisse de 0,50, d'accord? Eh ben, l'impact de votre, de 1 euro, on va dire, c'est plus simple. Oui, Eh ben, l'impact de votre delta, comme il est de 50%, ça va l'affecter de 0,50 à la baisse. Si c'est à la hausse, c'est exactement la même manière. Et votre delta va évoluer en cours de vie. Il peut passer de 20 à 50 à 100% selon les dates de détachement de coupons ou de rappel ou de remboursement. Donc, en fonction du niveau de delta, eh ben, votre produit va avoir un impact en fonction de la variation du sous-jacent. Donc, comme on a dit, avec un delta à 50%, eh ben, en fonction de la variation du produit, du sous-jacent, votre produit sera impacté à 50% de cette variation-là. On est bien d'accord qu'il colle, mais pas totalement, qu'il colle à l'indice, mais pas Oui. totalement, en fonction forcément du delta. Parce que ça, des fois, c'est pas forcément évident à comprendre pour nos clients. Eux, ils pensent, par exemple, des fois, et à juste titre, parce que c'est pas simple, que justement, voilà, mon action a fait 10% dans l'année, que justement, ça va faire 10%. Non, c'est justement ce que tu expliques, qu'à cause du delta, et forcément par rapport à comment tu l'as acheté. On est bien d'accord. Voilà. Et complètement, et pas que. Il y a le delta, et en plus, on va voir qu'il y a d'autres choses en plus qui impactent aussi la variation. Donc effectivement, on ne peut pas tout expliquer juste parce que l'action fait plus 10, le produit ne peut pas faire plus 10. C'est déjà à cause du delta, et en plus à cause des autres choses dont on va parler. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est que si on fait un produit avec un coupon, avec un rendement à 8%, admettons, ou à 6%, et ben même si l'action fait plus 20%, on ne pourra pas excéder le niveau de coupon. Pour autant, on pourra avoir le niveau de coupon dans votre produit par anticipation. Ça voudrait dire que si vous avez un rendement annuel de 6% et que votre action a déjà fait 20%, vous aurez le rendement de 6%, non pas dans un an, mais peut-être au bout de 6 mois. Ça voudrait dire que annuel, si vous deviez avoir un taux annuel, il serait de 12%, parce que c'est 6% sur 6 mois. Mais pour autant, vous ne pourrez pas aller au-dessus des 6% dans votre produit. Mais donc, du coup, vous pourrez le vendre par anticipation avec un rendement finalement au bout de 6 mois à 6%. Je le déboucle en fait, justement. Voilà. Anticipation. Et là, on est là pour vous accompagner sur ce genre de choses. Quand on voit ce genre de mouvement, l'idée, c'est de vous animer pour vous donner ce genre d'informations assez importantes. D'accord ? C'est très clair. Après, on a aussi le temps, la valeur temps. Ça veut dire quoi? On a dit tout à l'heure qu'on avait un produit qui avait une maturité de 5 ans, avec une participation sur la hausse de l'indice. Donc, au bout des 5 ans, admettons qu'on a 100% de participation, ça voudrait dire qu'on a acheté un call entier, d'accord? Donc, à maturité, si l'indice fait plus 10, vous aurez plus 10. Mais ça, c'est à maturité. En début de vie, on a le delta qui n'est pas de 100%. On a le delta, comme on a vu, qui peut être à 30% et qui va augmenter en fonction que le temps passe. Et si vous voulez, le temps va passer et plus votre delta va augmenter. Donc finalement, l'impact temps
a un impact sur le delta qui va vous permettre de participer pleinement au contrat qui est promis. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier du contrat dans son intégralité si vous décidez de sortir du produit au bout d'un an, alors qu'il a vocation à être investi pendant 5 ans. C'est très clair. D'accord. Donc le temps a un impact pour que les termes du contrat soient respectés dans votre investissement. D'accord. Après, on a la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est un indice on va dire, de risque. Plus le marché a tendance à baisser, plus on estime qu'il y a du risque. Et en fait, le risque est assez contagieux. Plus le marché baisse, plus on a un doute, et du coup, plus on va dire qu'on est incertain sur la suite du marché. Et donc, du coup, la volatilité va avoir tendance à augmenter. Donc, dans des scénarios où le marché baisse, la volatilité, l'incertitude aura tendance à augmenter. On peut prendre un exemple très simple et assez récent. Pour le coup, là, nos clients vont vite comprendre. Si je regarde la volatilité sur les 6 dernières semaines, Oui. si par exemple je regarde le 24 février, qui est le jour de l'invasion de la Russie pour l'Ukraine, il y a eu un pic de volatilité, donc un pic de risque. Et là, tout d'un coup, donc dans les moments où il y a des pics de risque, c'est ces moments-là où tout d'un coup les marchés actions souvent connaissent leur plus grande turbulence. Aujourd'hui, très clairement, le conflit n'est pas encore terminé, même si il est plus accepté par le marché. On sait très bien que dans les prochaines semaines, il y aura certainement des pics de volatilité avec des pics de stress. Donc, sur les marchés actions, ça turbule, pour reprendre un terme très aéronautique. Pour le coup, c'est la même chose sur les structurés. Les structurés sont très sensibles. On parle de sensibilité, sont très sensibles à la variation de la volatilité. Et résultat des courses, quand vous avez donc des pics de volatilité, vos produits structurés ont une tendance à avoir une valeur liquidative qui va qui va fortement partir à la baisse, parce que tout simplement, vous avez ce pic de volatilité. Pour autant, je reviens sur l'élément fondamental du démarrage, ça n'enlève pas les conditions émises au démarrage. Il faut bien dissocier. C'est là où intellectuellement c'est complexe le produit structuré, c'est qu'il faut dissocier d'un côté la valeur liquidative. Et là, Yoni vient de vous expliquer comment elle se fabriquait, cette valeur liquidative. Et de l'autre côté, les conditions qui vous déterminent votre produit structuré. Donc, il ne faut pas enlever l'un et l'autre parce que les deux cohabitent. Mais par contre, il ne faut jamais se dire, oh là là, j'ai mon produit structuré qui vient de chuter au niveau de la valeur liquidative, ce n'est pas un bon produit. Non, les conditions peuvent très bien demain être débouclées dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, pas de stress. La priorité, les priorités, c'est ce qu'a dit Yoni en amont. On va déterminer le couple rendement-risque et la durée d'investissement. Et la durée d'investissement, c'est ce qui va permettre de se positionner. Et donc, dans le coup, il ne faut absolument pas mettre 100% de votre épargne sur les produits structurés. Là aussi, on y met une quote-part de votre allocation. Et c'est souvent une quote-part que l'on peut laisser dans la durée, sur la durée d'investissement recommandée par le produit structuré. Et si je peux rajouter, c'est que effectivement la VL, la valeur liquidative va évoluer, mais comme le dit Jean-Olivier, rien du contrat ne va bouger, parce que comme on l'a dit, c'est contractuel dès le départ, et surtout dans les produits qu'on fait avec Hélène et Jean-Olivier, on a un effet mémoire sur les rendements. C'est-à-dire que même si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le marché baisse, il suffit qu'il revienne à une date anniversaire du produit au-dessus de son niveau de départ, ou même on a mis souvent des effets de palier dégressif par rapport à ce niveau de palier, vous avez un effet mémoire sur le rendement de votre produit. Et ça, c'est toute la beauté du produit structuré. Ça veut dire qu'on est capable de passer une crise, d'accord? Le jour où le marché revient, eh ben vous bénéficiez de l'effet mémoire sur votre rendement. Et vous aurez directement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et ainsi de suite de rendement d'un coup. Donc on est capable de passer une crise. Votre VL va baisser. Donc vous allez avoir l'impression que votre investissement a perdu de la valeur, mais pour autant les termes du contrat sont toujours vérifiés. Et donc le jour où on revient, il ne faut pas oublier que les marchés boursiers sont des cycles économiques. Donc le jour où le cycle revient de manière, on va dire, positive, vous allez avoir un rattrapage de rendement. Et ça, eh ben, ça peut vous laisser passer tranquillement une crise, parce que le jour où ça revient, c'est comme si vous n'avez eu aucun impact.
Yoni, est-ce que tu peux, pour conclure, parler du produit, faire un focus sur un produit, puisqu'on Oui, on est déjà proche Oui, de on notre est heure déjà d'intervention. proche de l'heure, il nous reste 2 minutes normalement, mais pas de problème. Alors, excusez-moi. mais Alors, c'est voilà, un je sujet vous donne un passionnant exemple. et compliqué, donc c'est normal. Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, alors je vous donne un exemple rapide. Voilà un produit. Comment marche le produit? C'est un produit qui a été lancé avec une date de départ le 30 juin 2022. Le 30 juin 2022, on va regarder où est le niveau de l'indice. Là, on a pris un indice qui est sur la zone Europe, avec 30 actions de la zone Europe, avec on va dire une touche ESG. Donc le 30 juin 2022, on va regarder où est le niveau de l'indice. Une fois qu'on a pris ce niveau de l'indice, on va regarder dans un an, donc avec une espérance de rendement de 7% par an. Rendez-vous dans un an. Si dans un an, le niveau de l'indice est égal ou supérieur à son niveau de départ qui était le 30 juin 2022, alors votre produit s'arrête, vous récupérez 100% de votre capital plus un rendement de 7%. Si on est négatif, votre rendement de 7% est mis en mémoire, il n'est pas perdu. Et maintenant, on va regarder tous les jours où est le niveau de l'indice. Il suffit qu'une seule fois, l'indice revient au-dessus de son niveau de départ. Donc, admettons que c'est dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans et 4 jours, dans 5 ans et 25 jours. Le niveau de l'indice revient au-dessus de son niveau de départ. Votre produit est rappelé avec 100% de votre investissement, plus le 7% par an au prorata du temps qui est écoulé. Donc, si c'est dans 3 ans et demi, eh ben, on va avoir 3 fois 7% plus la moitié d'un coupon de la 4e année. Donc, vous aurez 21 plus 4, plus 3,5, 24,5. D'accord? Donc, en fait, vous avez un effet mémoire qui vous permet de toucher le rendement de 7% par an dès que l'indice est égal ou supérieur à son niveau de départ. Maintenant, imaginons que l'indice ne remonte pas pendant 10 ans, pendant 12 ans. C'est la maturité maximum du produit. Donc, si on va à maturité, ça veut dire que l'indice n'a jamais clôturé au-dessus de son niveau de départ. D'accord? Ce qui est relativement rare sur une maturité de 12 ans. Hein. Exactement. Faut bien le préciser. Et oui, parce que comme on a dit, c'est des cycles économiques. Donc même si pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça arrive, peut-être que la 7e année, on sera revenu au-dessus. D'accord? Mais peu importe. Admettons le pire scénario. Le pire scénario, pendant 12 ans, on est en dessous de son niveau de départ. Eh bien, même jusqu'à moins 40%, ça voudrait dire que même si l'indice a baissé de 40%, votre capital est protégé à 100%. Vous récupérerez 100% de votre investissement initial. Et si l'indice a fait plus que moins 40, admettons que l'indice a fait moins 41%, alors vous subissez une perte en capital du niveau de la baisse de l'indice. C'est-à-dire 41%. Exactement. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a 3 scénarios possibles. Premier scénario, c'est si pendant les 12 ans, l'indice est égal ou supérieur à son niveau de départ, votre produit s'arrête contractuellement, c'est ni Jean-Olivier, ni Hélène, ni moi qui le décidons, c'est prévu au départ. C'est-à-dire, dès que l'indice, après un an, est égal ou supérieur à son niveau de départ, votre produit sera remboursé, vous touchez 100% de votre capital, plus 7% par an, fois le nombre de jours qui se sont écoulés. D'accord? Le deuxième scénario, si on va jusqu'à la maturité, ça voudrait dire que le produit n'a jamais été rappelé, eh ben vous êtes quand même protégé de votre capital jusqu'à moins 40% de baisse. Et le troisième scénario, si l'indice termine en dessous des moins 40, eh ben jusqu'à, admettons, moins 45, vous subissez une perte à la hauteur de la baisse de l'indice. Mais ce qui est quand même sur une maturité de 12 ans extrêmement rare. C'est très rare. En Sur conclusion, ce genre de produit, on a moins de 0,4% de perte en capital. Ce qui est, comme tu dis, extrêmement rare. Voilà, extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est un vrai contrat, en fait. Hein. Voilà, là, tu l'as très bien expliqué. Et je pense que pour tout le monde, ça a été très clair. Cette conclusion est très bonne, puisque là, on comprend vraiment qu'il y a un contrat initial. Et dès que les termes du contrat sont remplis, le contrat s'exécute. Voilà. Quelle qu'en soit l'exécution. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yoni, ou pas? Dis-moi. Voilà, n'oubliez jamais le coupe rendement risque. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le mouton à 5 pattes, mais par contre, on peut toujours ajuster entre le rendement que vous souhaitez et le risque que vous êtes prêt à prendre.
Voilà. Et en fonction, on prend plus de risques ou plus ou moins en fonction. On est bien d'accord. Voilà. Plus j'ai une perte en capital, plus je peux avoir de rendement. On est bien d'accord. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. D'accord, très bien. Exactement. Jean-Olivier, tu veux, toi, rajouter quelque chose sur le sujet? Alors, rajouter déjà, dire merci à Yoni parce que Ça, c'est un sujet très technique. Et honnêtement, ce soir, je pense qu'il a rempli le contrat. Totalement. Il a rempli le contrat. Merci, Et j'espère. concrètement, je pense que ça a été, voilà, il y a eu une bonne explication. On restera bien sûr disponible pour tous nos clients pour leur répondre par la suite s'il y a des questions complémentaires. Je rappelle que, comme d'habitude, ce live va être sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Et nous, on se tient à votre disposition et on vous donne rendez-vous bientôt pour un Patrimo Live ou un Live Parlons dans les prochaines semaines. C'est ça, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Jean-Olivier et Yoni. Merci pour ta pédagogie, Yoni, parce que vraiment, c'est un sujet complexe. Donc, merci de l'avoir vulgarisé au maximum. Et donc, à très bientôt. La seule chose, il nous reste le petit sondage de fin, si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Tout simplement, si le format du webinaire vous a convenu, donc avec son contenu, le format, voilà, si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. En tous les cas, on vous remercie à tous. On vous dit à très bientôt. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée. Bonne fin de Merci. journée. À très bientôt. Au revoir.